Concrètement, revoir les principes fondamentaux lors d'un test d'intrusion, un pen testing, hein. Apprendre l'éthique et les méthodologies importantes derrière chaque pen test. Ok. Donc, avant de vous enseigner les aspects techniques pratiques du piratage éthique, vous devriez en savoir plus sur les responsabilités professionnelles d'un testeur d'intrusion et sur les processus suivis pour effectuer des pen tests, recherche de vulnérabilité dans une application ou un système client. L'importance et la pertinence de la cybersécurité ne cessent de croître. Peut-être dans tous les domaines de la vie, les gros titres des nouvelles remplissent nos écrans, signalant un autre piratage ou une fuite de données. Ok, la cybersécurité est pertinente pour tous les mondes, dans le monde moderne, pour tout le monde, pardon, y compris une politique de mots de passe forts, par exemple, pour protéger vos emails, ou pour les entreprises ou les autres organisations qui ont besoin de se protéger à la fois leurs appareils et les données contre des dommages, hein. Donc les dommages via des cyberattaques. Donc un test d'intrusion ou un pentest est une tentative éthique, hein, on va parler d'éthique, parce que même si on utilise les techniques des méchants, c'est pour aider les gentils, comme je vous disais dans mes vidéos précédentes. Et on va essayer d'analyser les défenses de sécurité pour protéger, hein, les actifs d'une société ou des éléments d'information si c'est un système d'information. Un test d'intrusion implique l'utilisation des mêmes outils, techniques et méthodologies qu'une personne ayant une intention malveillante les utiliserait, hein. C'est similaire à un audit. Donc, comme le rappelle Security Magazine, hein, il y a plus de 2200 cyberattaques par jour, hein. Ça veut dire une attaque toutes les 39 secondes. Donc là, on se rend compte de l'ampleur. Donc le hacking éthique, en gros, c'est quoi? Hein, je vous ai dit, il y a toujours un cadre légal et un cadre juridique, et c'est extrêmement important. En fait, la bataille de la légalité et de l'éthique en matière de cybersécurité, sans parler de tests d'intrusion, est toujours controversée. Des étiquettes comme hacking ou hacker ont souvent des connotations négatives, en particulier dans la culture pop, grâce à quelques pommes pourries. L'idée d'accéder légalement à un système informatique est un concept difficile à saisir après tout. Ce qui le rend légal exactement? Rappelons qu'un test d'intrusion est un audit autorisé de la sécurité et des défenses d'un système informatique, hein, tel que convenu par les propriétaires des systèmes. Donc ça, c'est la première règle, hein, c'est que vous ne pouvez auditer que en ayant l'accord des propriétaires des dits systèmes, hein. Sinon, un test d'intrusion devient du piratage, ni plus ni moins. La légalité de la pénétration, enfin de l'intrusion, on va parler, parce que sinon ça fait un peu YouPorn. L'intrusion est assez claire en ce sens. Tout ce qui ne relève pas du présent contrat est considéré comme non autorisé. Avant le début d'un test d'intrusion, il y a une discussion formelle, et ça c'est vraiment important, qui a lieu entre le testeur d'intrusion et le propriétaire du système, hein, de l'entreprise. Divers outils, techniques, systèmes à tester sont convenus. Cette discussion constitue la portée de l'accord du test d'intrusion et déterminera le cours du test d'intrusion. Ok? Donc généralement les entreprises, là on va parler pour le monde anglo-saxon, fournissent des services de test d'intrusion qui sont tenus à l'encontre des cadres juridiques et de l'accréditation de l'entreprise. On a le National Cyber Security Center, NCSS, hein, qui fait partie, c'est une filiale du renseignement anglais, le GCHQ, et qui va donner l'accréditation qu'on donne tchèque au Royaume-Uni. Hein, ce contrôle signifie que seules les entreprises agréées tchèques peuvent effectuer des tests d'intrusion autorisés sur les systèmes et réseaux du secteur public et du CNI. L'éthique et le débat moral entre le bien et le mal. Lorsqu'une action peut être légale, elle peut aller à l'encontre du système de croyance d'une personne au niveau du bien et du mal. Les testeurs d'intrusion sont souvent confrontés à des décisions potentiellement morales et discutables lors d'un test d'intrusion. Par exemple, ils accèdent à une base de données et se voient présenter des données potentiellement sensibles. Ou peut-être qu'ils effectuent une attaque de phishing sur un employé pour tester la sécurité humaine d'une organisation. Si cette action a été convenue au cours des premières étapes, elle est légale, même si elle est éthiquement discutable. En effet, si vous faites une attaque de phishing, il y a de fortes chances que vous allez vous renseigner au maximum sur l'employé. Ok? Ça veut dire que vous pouvez même découvrir ses tendances sur Internet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être un petit peu délicat, et c'est pareil, si vous tapez une base de données qui vaut potentiellement des millions, hein, qui pourrait être revendue sur le darknet,
qu'est-ce que vous allez faire? Continuer votre test d'intrusion ou essayer de revendre une partie des données que vous avez récupérées sur le darknet? Ok? Qu'est-ce que vous ferez? Donc c'est là, c'est pour ça qu'on parle d'éthique, c'est que généralement quand on fait ce boulot, on fait pas ça. Enfin, bien sûr l'argent prime, mais on fait ça parce que on a envie de rendre service aux gens. Ok. Et la curiosité, elle est dans le hacking, dans les techniques qu'on va mettre en place, pas dans la curiosité de savoir ce qu'on va récupérer potentiellement sur les serveurs. Ok. Sinon, devenez des black hats et poutrez tous les serveurs que vous voulez, allez récupérer des informations, voler les données. Mais c'est pas du tout le même métier en fait. Ok. Justement, qu'est-ce qui change entre les deux, entre un pirate éthique, enfin entre un hacker éthique et un pirate? Eh ben, c'est justement la déontologie et l'éthique. Ok. C'est les principes moraux qui guident ses actions. Si vous n'avez pas de principe, bah écoutez, c'est pas très grave. Vous devez pas vous regarder souvent dans la glace, faites black hat. Si par contre vous avez justement un système de valeurs, des motivations et de l'éthique et de la déontologie, bah ne soyez pas pirate, devenez hacker éthique. Donc, comme vous le savez, hein, tout le monde le sait, mais on parle de white hat, black hat, grey hat. Hein. Donc les chapeaux blancs, c'est quoi? C'est les accords qui sont considérés comme les bons gars. Ok. Ils respectent la loi et utilisent leurs compétences au profit des autres. Donc, bah exactement, un testeur d'intrusion effectue un engagement autorisé sur une entreprise. Après, on a les grey hat. Ok. Ces gars utilisent leurs compétences au profit des autres, cependant ils ne respectent pas ou ne respectent pas la loi ou les normes éthiques tout le temps. Ok. Quelqu'un qui a fait tomber un site d'escroquerie, par exemple, hein, et qui va légitimer ça, qui va dire oui, mais c'était un site qui faisait du scamming, donc bah, c'est justifié que je puisse le faire tomber. Mais il a quand même enfreint la loi. Donc après, encore une fois, c'est en fonction de votre moralité. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et enfin, on a les black hats, donc des criminels plus scrupuleux qui cherchent à nuire aux organisations et à obtenir une forme d'avantage financier au détriment des autres. Ok? Donc ils vont faire des ransomware, infectent les appareils avec du code malveillant et détiennent des données pour obtenir des rançons. Là, via des ransomware, on est d'accord. Donc, bien sûr, ça, c'est pour les enfants, hein. Chapeau blanc, chapeau gris, chapeau noir, parce que la plupart, généralement, sont chapeau blanc, chapeau gris ou chapeau noir. Chapeau gris et noir, quoi. Donc, ça va dépendre. Et de toute façon, il faut parfois contourner la loi pour perfectionner ces techniques, ok? C'est pas qu'en faisant des CTF que vous allez avoir, enfin, en tout cas, savoir ce que vous valez sur le terrain, ok? Donc ça, c'est après vous, les risques que vous êtes prêt à prendre pour perfectionner vos techniques. Et voilà, chacun est différent. Ok, mais bon, ça c'est les principes. Même si, franchement, chapeau blanc, chapeau gris, chapeau noir, moi ça me fait doucement rigoler. Donc les règles d'engagement, hein, je vous ai dit Rule of Engagement, RCP. Règles d'engagement, c'est un document qui est créé aux premières étapes d'une mission, le test d'intrusion. Ce document se compose en trois sections principales qui sont ultimement responsable de décider de la façon en fait dont la mission est exécutée. Vous avez l'excellent institut Sens, hein, Sens, S-A-N-S, qui donne un exemple de ce document que vous pouvez consulter. Je vous mettrai tout, vous inquiétez pas, sinon bah, le cours est gratuit. Allez, en anglais, hop, c'est quoi? C'est pen testing fondamental. Ok, vous allez là-dedans, vous êtes là pour apprendre, ok. Et il y a une nouvelle section qui est apparue il y a pas longtemps, c'est cool. Euh, c'est introduction au pen testing, ok. Et là, vous avez deux cours gratuits. Hein. Moi, je suis en train de vous faire cette vidéo. Ensuite, je vous ferai celle-ci naturellement, ok. Mais bah, toutes les ressources sont là-dedans, au cas où j'en oublierai quelques-unes, ok. Donc reprenons. Je vous disais, on a ce document, le ROE en anglais, un Rule of Engagement. Techniquement, c'est un terme militaire hein, qui va. Les règles d'engagement, c'est par exemple, si je suis un fantassin, je dois tirer uniquement sur un fantassin, ok, qui porte l'uniforme. Je vais respecter la Convention de Genève. Mais on a appliqué cette technique, hein, bien sûr, au secteur de la cybersec, c'est-à-dire, eh ben, il faut définir quoi, les permissions le périmètre, le scope et les règles qu'on va appliquer, quelles sont les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre engagement. Ok.
Donc l'autorisation, c'est quoi? Bah, c'est une partie du document qui donne l'autorisation explicite. Si vous n'avez pas d'autorisation explicite, vous risquez juridiquement et légalement, bah, soit de griller vos petites fesses, d'aller en prison, soit carrément bah, de porter atteinte à votre entreprise, ok? Que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous travaillez pour un grand groupe qui fait de l'audit, ok? On ne commence jamais un engagement s'il n'y a pas d'autorisation légale et juridique. C'est très très important. Ok. C'est pour ça que c'est pas que du hacking, c'est multidisciplinaire et c'est pour ça qu'il faut bien connaître le métier parce que sinon ça va vous retomber dessus. On va vous demander des indemnités parce que vous avez par exemple fait tomber un serveur. Ok. Ensuite, la partie du test, ok, ce que l'on appelle le périmètre. Le scope, c'est le périmètre. Cette section du document donc annotera les cibles précises auxquelles la mission devrait s'appliquer. Par exemple, le test d'intrusion peut ne s'appliquer qu'à certains serveurs ou applications, ok, et à l'ensemble du réseau. Donc on verra après, je pense qu'ils vont vous en parler, mais le principe de black box, grey box, white box, exactement comme bah, les hats, hein, comme les chapeaux. On a trois types majeurs de tests d'intrusion. Mais on y reviendra après, je pense. La section des règlements aussi hein, définira exactement les techniques autorisées. Est-ce que les règles stipulent bien que des techniques comme le phishing hein, sont interdites, mais que les attaques de l'homme du milieu sont autorisées? Ok. Donc, si vous faites un audit de sécurité sur une organisation, quel type? On est un white, on est gentil. Vous attaquez une organisation et vous laissez de données. Quel type de hacker seriez-vous? On sera un black. Quel document définit la manière dont une mission de test d'intrusion doit être effectuée? Là, c'est là. Ok. Donc, les règles d'engagement, ROE. Ensuite, méthodologie. Donc, les tests d'intrusion peuvent avoir une grande variété d'objectifs et de cibles dans la portée. Pour cette raison, que la test d'intrusion en elle-même. Et il n'y a pas de cas unique quant à la façon dont un testeur d'intrusion devra l'aborder. Donc, c'est à la fois intéressant et c'est ce qui fait sa complexité. Donc, quelles sont les différentes étapes d'un testeur d'intrusion lors d'un engagement? Bah, je vous parle tout le temps, hein, j'ai rien inventé. Il faut de la méthodologie pratique, hein, et qui soit intelligente, hein. Donc, et en plus, voilà, il faut utiliser les bonnes techniques pour qu'elles soient pertinentes avec la situation qu'on doit affronter. Par exemple, on a une méthodologie qu'on va utiliser pour tester une application web, hein, et qui sera pas la même que lorsqu'on teste la sécurité d'un réseau. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, c'est pas du tout la même méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On a Intel Gathering, ok, c'est la collecte d'informations, le recueil d'informations au sens premier. Cette étape implique la collecte autant d'informations accessibles au public sur une cible, une organisation que possible. Hein. Là, ça va être du Google Darking, ça va être de l'OSINT, et si jamais vous avez un petit budget, eh ben, ça va être payer des sociétés tierces pour faire du data mining, ok? En tout cas, récupérer des informations qui sont dans le secteur privé, qu'il va falloir acheter, puisque je vous ai dit, la donnée, c'est de l'or noir, ok? Et si vous avez accès à des services comme People ou autres, vous récupérez encore plus d'informations que simplement en faisant de la récolte passive ou active d'informations sur Internet ou les réseaux sociaux. Donc, ensuite, on a l'énumération, l'analyse, hein. Donc j'appellerais ça la reconnaissance, hein. Donc ça, la découverte des applications, des services exécutés sur le système, ça on le fait constamment. C'est notre première phase, c'est la reconnaissance et l'énumération quand on fait un CTF. Et bah, trouver le serveur web hein, qui est potentiellement vulnérable. Il va falloir trouver euh, notre foothold, comment on va pouvoir gagner l'accès au système. Ensuite, l'exploitation, c'est quoi? Bah, c'est tirer parti des vulnérabilités découvertes sur un système ou une application. Hein, ça peut impliquer l'utilisation d'exploits publics ou d'exploits entre guillemets privés, donc de 0D, ou l'exploitation logique d'applications. Ensuite, on a notre Privesc. Hein. Une fois que vous avez exploité et eu accès à un système ou une application connue sous le nom de Foothold,
Voilà, je n'invente rien. Cette étape est la tentative d'étendre votre accès à un système. Ok? Donc, comme je vous le disais, on peut pivoter latéralement ou verticalement, hein. Donc, horizontalement, bah, c'est le pivotement latéral, c'est ce qu'on fait jusqu'à pouvoir escalader verticalement. Verticalement, on appelle ça une privesque. Ok? Et donc, on va accéder à un autre compte du même groupe d'autorisation, c'est-à-dire un autre utilisateur, tandis que verticalement, c'est notre privesque, c'est celui d'un autre groupe d'autorisation, mais admin. Ok? Donc, cette étape, la post-expa, pardon, cette étape comprend savoir quels sont les autres qui peuvent être ciblés, parce que bah, il y a toujours plusieurs systèmes interconnectés. Quelles informations supplémentaires pouvons-nous recueillir auprès de l'autre, maintenant que nous sommes un utilisateur privilégié, couvrir nos traces, c'est-à-dire effacer les traces, peut-être installer une porte dérobée, et enfin, faire le rapport. Ok? Donc, je vous conseille de lire ça. Il est excellent et vous avez 200 pages sur toute la méthodologie du test d'intrusion en open source. Ok? Et ça vous expliquera tout. Ok? Et comme je vous ai dit, le premier truc à apprendre, la meilleure technique, c'est d'apprendre l'anglais en fait. Si vous n'êtes pas totalement bilingue en anglais, je vous demande pas de parler parfaitement en anglais, mais quand vous lisez un document technique, vous devez tout comprendre en fait. Vous aidez d'internet, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez de grosses lacunes en anglais, honnêtement, ça va être très 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 compliqué pour vous. Je vais pas vous mentir. Tout se fait en anglais. Donc voilà, allez lire ça. Vraiment, ça vous apprendra beaucoup beaucoup de choses. C'est super bien foutu. Il y a une partie mathématique, la porosité. Et sinon, voilà, ça va vous donner une vision vraiment objective et de tous les sujets que j'essaie de traiter sur ma chaîne. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. Je vous mettrai tous les liens, encore une fois, en description de la vidéo. Donc, l'OS TMM, c'est quoi? C'est le manuel de méthodologie de test de sécurité open source. Ça va fournir un cadre détaillé des stratégies de test sur les systèmes, les logiciels, les applications, les communications et l'aspect humain de la cybersec. Une méthodologie qui se concentre principalement sur la façon dont les systèmes, les applications communiquent, de sorte qu'elle comprend une méthodologie pour les télécommunications, les réseaux câblés et les communications sans fil. Ok? Donc, stratégie en profondeur, définition unique, ok, le cadre est flexible, donc allez voir ça. Ensuite, l'OWASP, je vous en parle tout le temps, c'est le framework Open Web Application Security Project. C'est un framework communautaire et fréquemment mis à jour, utilisé uniquement pour tester la sécurité des applications et des services web. Ok? Et ils font des rapports, que je vous conseille également d'aller voir, sur les 10 vulnérabilités, chaque année, les 10 vulnérabilités les plus utilisées. Et c'est ce qu'il faudra apprendre si vous voulez attaquer des serveurs web et des applications web, ok? Du cross-site scripting, des XXE, qu'est-ce qu'on a? Broken Out. Donc, je referai des vidéos sur tout ça, vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de CTF, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de sécurité du réseau et très peu d'applications web. Donc, je vais m'y remettre aussi avec vous, et puis moi, ça me permettra de revoir également mes bases ou tous les CTF sur les trucs LFI, voler la clé SSH, les LFI, Django, du XSS, bref, allez voir tout ça. Mais j'avoue, il y en a moins que sur la sécurité des réseaux. Je suis bien d'accord. Donc j'essaierai d'en faire plus, c'est promis. Donc, l'OWASP, allez voir, vraiment, c'est super bien fait. Et si vous êtes développeur, c'est vraiment les trucs à connaître puisque ça parle des différents cycles de vie spécifiques du développement logiciel. Ok. Ensuite, on a quoi? On a le NIST, je vous en parle tout le temps, National Institute of Standard and Technology. Donc, c'est pareil, leur but c'est d'améliorer la cybersec et de gérer les cybermenaces. Je vous ai dit qu'ils bossent pour les organisations fédérales et les infrastructures critiques, centrales électriques, etc., jusqu'au secteur privé. Ok? Et pareil, vous avez énormément de documents que vous pouvez lire.
et je peux vous assurer que c'est vachement utile. Voilà. Et ils ont l'équivalent d'un exploit DB. Ok? Donc vous avez tout le jargon CRC, hein, le Computer Security Resource Center, CSRC, et vous avez un paquet de glossaires, de publications. N'hésitez pas à aller voir. Ok? C'est ce qu'on appelle les SP. Et bah, il y a des numéros, et en fonction, on a des drafts, et on peut récupérer. Ok? Je veux des infos là sur n'importe quoi, les mobiles, les IoT. N'hésitez pas à aller récupérer tout ça. Et vous avez des sections, des sous-sections, hein. Tout ce qui traite, par exemple, de la sécurité informatique, ça va être les SP800. Ok? Vous allez dans les SP800 et là, vous avez plein de recommandations, encore une fois, hein, sur de l'architecture, sur l'ingénierie logicielle ou réseau, bref, un paquet d'informations et vous apprendrez plein de choses, hein. Regarde, voilà, je vous parlais la dernière fois des supply chain, bah voilà, là, on a un papier, un draft, ok, et vous pouvez lire, télécharger le PDF sans aucun problème, ok. Donc pensez à un local download, vas-y, hop, et voilà. Ok? Ça traite de quoi? Bah, les risques d'attaque de la supply chain, hein, dans le cyber, et comment on doit gérer ça, dans, que ça soit au niveau des organisations ou des systèmes. Ok? Et là, bah, vous avez tout le rapport, ok? Avec bah, traitant du sujet. Ok? C'est hautement informatif, hautement technique, et vous apprendrez plein de choses, hein. Je vous ai dit, de toute façon, le boulot de hacker, c'est 50% du temps, c'est apprendre de nouveaux trucs et lire de la paperasse. Ça, si vous aimez pas faire ça, que vous n'êtes pas curieux, bah vous, pareil, hein, vous allez être vite bloqué. Ok? Faut s'intéresser aux nouvelles technologies, lire des papiers universitaires, hein, sur sur les failles, etc., etc. Ok? Donc vous avez plein de trucs. Allez récupérer, hein, ça fera un bon boulot au niveau de l'OSINT, encore une fois, je vous le répète. Donc le NISC. Ensuite, on a quoi? On a le National Cyber Security Center. Je vous l'ai dit, ça fait partie des services. Le GCHQ, hein, qui est l'équivalent de la NSA pour les Anglais. Donc eux aussi, hein, ils s'occupent naturellement de former le personnel et c'est eux qui valident le Cyber Assessment Framework. Bon, pareil, vous avez des ressources, allez voir. Et là, vous avez des guides en fait, hein, qui vont vous aider à comprendre bah, les problématiques de cybersécurité, justement bah, les risques de supply chain. Et vous avez toutes les informations, encore une fois, pour vous guider, hein, ils sont là pour ça. Donc pareil, je vous ai toujours dit, inspirez-vous des meilleurs. Le GCHQ, ils sont extrêmement compétents. Donc voilà, encore le blabla, surveillance, résilience, tout ce que je vous disais, hein. Je vais souvent récupérer des ressources pour faire mes vidéos sur leur site, ok? Puisque bah, ils connaissent très bien le sujet. Donc si je repasse en anglais, hein, quel est bah c'est la récolte d'informations, l'information gathering, ok? Intel gathering, si on, on raccourcit, hein. Intel, ça veut dire information aussi, hein, comme vous le savez en anglais. Donc, si on doit utiliser le framework pour faire du pentest de télécommunication, hein, on l'a vu un petit peu plus, ça sera ici, ça sera plutôt l'OSTM. Enfin, il n'y a pas que ça, mais quel framework sur les applications web? Bah, naturellement, c'est le WASP. Ok? Donc les quadriciels, hein, ils peuvent être de nature informatique, mais un quadriciel aussi, comme son nom l'indique, c'est pour cadrer votre pensée. Et ça va être des guides, ok, pour vous aider à effectuer votre travail, ok. Ensuite, je vais vous parler des black box, des grey box, des white box, ok. Les black box, c'est les plus dures, c'est les plus dangereuses, parce que vous risquez de faire tomber des serveurs de production, on vous laisse toute la carte blanche, hein, c'est le cas de le dire, à l'inverse, hein. Carte blanche, c'est la black box, vous avez, tous les coups sont permis, ok, et vous avez aucune connaissance. Généralement, c'est plus du red teaming, ça va être des engagements très longs,
comparé à des tests d'intrusion qui vont durer que quelques jours, voire quelques semaines. Ok? Et vous n'avez aucune connaissance, ni partielle, ni totale, de votre cible. Ok? On va se mettre vraiment dans la peau d'un Black Hat. Greybox, on a une partie du périmètre qui est délimitée, hein, et on a quelques connaissances. Et Whitebox, on a l'ensemble du périmètre qui est bien délimité, et on a une connaissance totale de l'architecture, de la technologie qui est utilisée pour notre client. Ok? Donc tout ça, ça va faire la différence, et les plus dangereuses à faire, c'est ça, ok? Parce que vous allez vous attaquer des serveurs de production, et en fonction de ce que vous allez faire, des outils que vous allez utiliser, vous allez peut-être planter des systèmes de prod, ok? Et ça veut dire que ça va être encore une fois des pertes sèches pour votre client. D'où l'intérêt d'avoir un bon cadre légal, ok? Et juridique. Sinon, vous risquez la prison. En tout cas, vous allez payer toute votre vie. Donc, les tests en boîte noire. Ce processus de test, c'est le processus de haut niveau. Le testeur ne reçoit aucune information sur le fonctionnement interne de l'application ou du service. Le testeur agit comme un utilisateur régulier, testant la fonctionnalité, l'interaction de l'application ou du logiciel. Ce test peut impliquer l'interaction avec l'interface, c'est-à-dire les boutons, et des tests pour voir si le résultat attendu est renvoyé. Aucune connaissance de programmation ou de compréhension du programme n'est nécessaire pour ce type de test. Les tests black box augmentent la manière constante le temps passé pendant la phase de collecte d'informations et d'énumération pour comprendre la surface d'attaque de la cible. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est pour moi, un boîte noire, c'est vraiment, on va se mettre dans la peau d'un black hat. Là, ils vous le disent pas. Je trouve ça étrange. Bref. Ensuite, une connaissance partielle, hein, donc les, les boîtes grises. Donc, c'est les plus populaires, hein, des tests d'intrusion, combinaison du processus de test en boîte noire et en boîte blanche. Le testeur aura une connaissance limitée des composants internes de l'application et du logiciel. Néanmoins, il interagira avec l'application comme il s'agissait d'un scénario de boîte noire pour utiliser les connaissances de l'application pour essayer de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se trouvent. Très souvent, quand on fait des CTF, hein, on fait du grey box, en fait. On nous donne quelques pistes à travailler, et après c'est à nous d'adapter nos techniques, d'accroître nos connaissances jusqu'à trouver ce qu'on attend de nous lors d'un capture de flag. Donc les connaissances limitées permettent de gagner du temps et sont souvent choisies pour des surfaces d'attaque extrêmement bien renforcées. Ok, durcies ou hardened, ils veulent dire en anglais. Ok. Donc ce processus en blanche, hein, c'est le processus de bas niveau, hein, généralement effectué par un développeur de logiciel qui connaît la programmation et la logique d'application. Le testeur testera les composants internes de l'application du logiciel, par exemple, et s'assurera que les fonctions spécifiques fonctionnent correctement et dans un délai raisonnable. Donc si vous faites et que vous êtes pas trop dans une boîte de merde, on va dire, si vous faites du développement logiciel, hein, si vous êtes ingénieur logiciel, on vous demandera de faire des tests unitaires, etc., etc., pour s'assurer du bon fonctionnement de l'application avant de la livrer au client. Donc, connaissance complète de l'application, de son comportement, prend beaucoup plus de temps que les tests en boîte noire. La connaissance complète dans un scénario de test whitebox fournit une approche de test qui garantit que toute la surface d'attaque peut être validée. Ok, donc on fait ça en dev, mais on peut aussi faire ça avec un aspect cybersécurité pour s'assurer de la robustesse du code. Ok. Donc, si on doit tester une application, mais qu'on ne vous donne pas accès à son code source de quel processus, ça sera, je pense, du bloc. On vous demande de tester un site web et vous avez accès à son code source à l'inverse. Ça sera du white. D'ailleurs, quand vous faites un test .NET, il faudra faire un rapport poussé, hein, et on verra plusieurs outils pour rédiger des rapports pour gagner du temps. Je vous ai déjà montré Pentest WS. Ok. Mais on verra un peu ça, et le but c'est de corriger les failles que vous allez trouver et expliquer simplement aux cadres dirigeants les risques pour leur entreprise, et aux équipes techniques, aux équipes de blue teaming, l'aspect vraiment très technique, comment faire de la remédiation, hein, et remédier, combler les failles dans du système que vous avez trouvé. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.